Nous continuons toujours avec le Cameroun et cette interrogation, pourquoi l'opposition peine à décoller. Kofi Kaditon, vous avez la parole. Oui, j'étais en train de développer une idée qui m'appartient, que en réalité, vous voyez, quand le combat politique devient une épreuve de force, c'est que ça exige d'autres énergies. Et en ce moment, c'est le plus fort qui gagne. Ce n'est plus les idées, le combat d'idées qu'on assigne à la politique qui fait son chemin. Et là, c'est des épreuves de force qui a plus de force, force armée, qui a plus d'argent, qui a des hommes intelligents autour de lui. Vous pouvez constater aujourd'hui que le Cameroun, si vraiment il y a à diriger un pays par un chef de l'État, le Cameroun ne connaît pas ce modèle aujourd'hui. Bon, si ce chef de l'État, sachant bien qu'il ne dirige plus ce pays comme on doit diriger réellement un pays, reste, c'est que quelque part, sa présence permet à certains d'être ce qu'ils ne devaient pas être. Et ils ne sont pas prêts également à lâcher ce qu'ils sont, parce que sachant bien que si entre-temps, on le déplaçait de là-bas, on déplaçait le président de là-bas, c'est qu'ils ne le seront jamais. Mais donc, Paul Biya n'est pas éternel aussi. Oui. Au fait, ce qui est sûr, c'est que il vaut mieux que ce soit un truc comme ça qui vienne et que ça permette à chacun de savoir comment s'y prendre. Aujourd'hui, on sait que lui, il est devenu un monument qu'on peut utiliser pour effrayer les autres. Et tout autour de lui, vous voyez, on monte des surenchères. Il y a une partie de la population qui ne vit que par lui, même s'il ne trouve rien dedans. Et une autre partie, peut-être la majorité, mais qui n'a dénuée de toute force et de toute capacité de pouvoir prouver qu'elle est majoritaire. Et c'est la minorité qui peut-être a sa force et ses moyens qui gère le pays. Alors finalement, Georges, on est aussi dans un Cameroun où c'est vrai que au niveau de l'opposition, ceux qui sont là et qui veulent briguer la situation de Paul Biya ne sont pas des moindres. Mais quand vous posez des questions à beaucoup de Camerounais qui ont entre 18 et 35 ans, qui n'ont connu que Paul Biya, eh bien pour eux c'est comme si c'est la meilleure personne, on préfère continuer avec lui que de faire un saut dans l'inconnu. Oui, vous savez, c'est une façon de diriger un pays. Et quand vous voyez les présidents qui ont duré au pouvoir, ils ont marqué leur début. Quand vous marquez votre début et quand tout le monde se retrouve en vous à un moment donné, surtout que au début, vous participez ou bien vous mettez le pays sur les rails, vous allez voir qu'au début de Paul Biya, il a commencé un grand boulot, un bon boulot au Cameroun, lorsque celui qui l'a remplacé était tombé malade, il est parti. Donc, il a commencé beaucoup de choses, et là, les gens se retrouvent à ce qu'il a commencé. Et ils ne voient plus ce qu'il n'arrive pas à faire, ou bien ce qu'il n'arrive plus à faire. Les gens ne trouvent pas qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui participent au gouvernement, qui reviennent, qui disent que Paul Biya n'est pas bon, Paul Biya n'arrive pas à gérer, les gens ne voient plus ça. C'est pour cela que quand vous voyez même, depuis plus de 10 ans, vous voyez le taux de plus de 10 ans, plus de 20 ans même, vous prenez plus de 20 ans, et vous voyez le taux de participation aux élections au Cameroun, ça c'est d'une manière dégressive. C'est-à-dire que la population même ne s'intéresse plus à la chose politique. C'est que les gens ne s'intéressent plus parce qu'ils ne savent pas celui qui dit vrai, celui qui ne dit pas vrai. Donc ils n'arrivent pas à faire des distinctions. Ça veut dire, comme je l'avais dit, que c'est les mêmes personnes, même si entre-temps il y a certaines personnes qui sont remplacées, c'est le même système. Que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau du parti au pouvoir. Donc les gens ne s'intéressent plus, la population n'est plus intéressée. Non, ce qui fait que aujourd'hui, les gens se retrouvent à la personne qu'ils connaissent depuis le début. Même si ce qu'elle fait ne les satisfait plus. Ils n'arrivent pas à faire de distinction parce qu'ils ne sont plus intéressés. Il y a aussi plusieurs éléments aujourd'hui qui appellent à une grande attention. Vous voyez, quelqu'un avait dit, André Gide,
tout changement, même le plus souhaité, on leur mélancolie. Car tout ce que nous quittons est une partie de nous. Changer, c'est mourir d'une vie pour entrer dans une autre. Vous voyez, l'Afrique a souffert de cela grandement. Et par rapport à la bienséance, au bien-être, à la qualité de vie, ça s'incarne par des hommes forts, des hommes capables d'eux. Est-ce que vous voyez? Nous avons perdu de ces valides hommes d'hier parce qu'on nous a juste dit qu'il n'est pas bon. L'exemple le plus palpable aujourd'hui, c'est la Libye. Il n'est pas bon. Il est dictateur. Qui l'a appelé dictateur? Est-ce que c'est son peuple? Ou bien on nous a appris à l'appeler dictateur? Maintenant, le règne de ce monsieur est ce que le pays-là vit aujourd'hui. Ça appelle à une certaine retenue, à une certaine vigilance, pour ne pas tomber dans les pièges. Sinon, aujourd'hui, il y a tellement de marchands d'illusions qui, n'arrivant même pas à gérer leur lieu de provenance, pensent gérer tout un pays par rapport à celui-là que vous connaissez. Oui, mais le problème, c'est que celui-là qui est au pouvoir, il n'a pas commencé au pouvoir aussi. Oui, justement. Parfois, on a des gens qui n'ont fait aucune preuve ailleurs, qu'on parachute au pouvoir, qui peuvent faire 10, 15, 20 ans, parce que protégés par des sécurocrates, et après on dit, bon, c'est les meilleurs, c'est les bons. Je n'en disconviens pas, ça dit, il y a des circonstances qui amènent les hommes à pouvoir rester ou à arriver. Est-ce que vous voyez? Dans quelles circonstances Paul Biya était arrivé? Je vous ai dit tout de suite que c'est par suite de maladie d'Aïdjo qui a démissionné, le monsieur est venu. C'est que quand le monsieur est venu, il a paru meilleur à un moment donné par rapport à ce que des gens avaient connu. Au même moment, des gens se sont braqués contre le monsieur. Ça a permis. L'exemple était ici. Je me rappelle de l'accident de Sarakawa, le feu président Hedema. Tu vois comment tout le Togo s'était levé. J'étais levé pour accueillir ce monsieur parce qu'ils avaient senti en ce monsieur un libérateur. L'autre fois même, le Nigeria disait qu'aujourd'hui on les taxe d'incapables face au terrorisme. Mais il faut que des gens prouvent qu'ils pourraient au moins affronter un braquage. Est-ce que lui aussi, il a été... Non, en fait... C'est très facile aussi de dire ce genre de choses quand on est au pouvoir et que pour justifier son incapacité à faire le travail, on trouve de grosses formules pour endormir. Chacun relève ce qui peut plaire pour être accepté. Donc chacun vend ce qu'il possède. Bon. Aujourd'hui, vous pensez que si des gens avaient des choses, des propositions plus alléchantes à la population camerounaise, elle s'attacherait à Paul Biya? Oui, mais le problème, puisque Kofi Kaleto a posé une question intéressante, c'est qu'on est aussi sur un continent où dans la plupart des pays, on ne vote pas les programmes. Peut-être que des gens ont des propositions très alléchantes, mais on vote d'abord le monsieur qui est de ma région, le monsieur que je connais le plus, de toute façon c'est lui qui le fait, pourquoi changer l'équipe qui gagne? C'est ça aussi le problème. C'est aussi la politique en Afrique. C'est-à-dire il faut endormir le peuple. Il faut endormir le peuple. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire. Moi, j'ai parcouru la préfecture de Ploto, ça fait 2 week-ends, et j'ai compris que les gens, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, ils sont intelligents, ils veulent apprendre et ils peuvent connaître beaucoup de choses. Si nous parlons de programmes de société, ils peuvent comprendre beaucoup de choses. Mais c'est une politique pour faire endormir les électeurs, parce que quand nous parlons de ces personnes-là, nous parlons des électeurs. S'ils comprennent grand-chose, ils ne vont pas, ils vont sanctionner. C'est ça aussi. Il y aura des on les maintient dans l'ignorance totale pour pouvoir les manipuler davantage. C'est comme ça. Donc, c'est un peu déplorable parce que ça ne permet pas au décollage en matière de développement au niveau de nos États, de nos États africains. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On va changer de sujet. On va maintenant évoquer la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale exige la restitution de plus de 16 millions
de dollars en espèces. Rien qu'en donnant ce chiffre, ça donne le tournis. Et en bijoux saisis par la douane du Brésil dans les bagages d'une délégation accompagnant le fils du président du pays. C'est la télévision TVJE qui le dit. Le ministre des Affaires étrangères équato-guinéen Simon Oyono Essono Angué a qualifié cette saisie de comportement indélicat et inamical et a exigé que la somme soit restituée au vice-président de la Guinée. Le vice-président était donc en voyage privé au Brésil et lorsque donc cette importante somme a été découverte dans sa valise, vous avez là l'illustration de ce qu'on vit sur le continent, des gens qui sont insolemment riches parce que simplement fils d'eux. Bon. Je veux dire que cet argent a été saisi d'abord parce que son transport était illégal. Il est très risqué d'abord pour celui-là qui traîne cette masse d'argent. Pour sa sécurité, ça ne va pas du tout. Bon, comme il était aussi dans un vol privé, il n'y a pas grand risque ici. Pourquoi il n'y a pas de grand risque? Et si l'avion, ça décolle de quelque part, ça va atterrir quelque part. Il suffit seulement que des gens, nous avons parlé du terme braquage aujourd'hui, sachent que cet argent-là est transporté. C'est chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'aime qu'on m'explique beaucoup pour que je puisse comprendre à quoi était destiné cet argent. Bon, les autorités guinéennes disent que c'est pour payer ses frais de santé. Bon, maintenant, s'il y a 1,5 milliard de dollars pour payer des frais de santé, c'est qu'il doit être grièvement malade, là. Non, mais au fait, ça dépend. Je veux qu'on prouve, et à chaque fois qu'il y a de ces éléments, qu'on aille jusqu'au fond pour démontrer. Parce que c'est ça qui permet de comprendre la chose. Est-ce que vous voyez? Peut-être qu'un besoin peut permettre un transport... D'une telle somme? Je dis peut-être un besoin. Peut-être ça peut être l'objet d'une fraude. Parce que le monsieur même qui est mis en cause ici avait été déjà signalé comme un monsieur très dépensier. Ayant beaucoup de biens en France et puis dans d'autres pays. Et j'avais pensé que pour nous aider à apprendre ce que les autres savent faire, on devrait réprimer ce monsieur d'une manière ou d'une autre. S'il a encore cette liberté d'aller et de venir et de pouvoir se charrier encore d'autres montants, ça veut dire que quelque part, il y a des complicités. Si, heureusement que l'aéroport brésilien l'a arrêté avec le truc là, il pouvait encore rentrer en France avec cet argent sans qu'on le sache. Peut-être que ce n'est même pas le premier transport, ce n'est que ce montant-là aujourd'hui qui a été saisi. Alors, c'est que d'après une source diplomatique équato-guinéenne citée par Estado de Sao Paulo, M. Obiang a amené cette grande quantité d'espèces pour payer un traitement médical qui devrait suivre à Sao Paulo, et les montres, quant à elles, seraient pour usage personnel du fils du président. Bon, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que réellement les vérifications sont allées à Sao Paulo pour voir si ce monsieur souffrait de quelque chose dont on lui demandait ce montant pour être soigné? Oui, mais même quand je ne sais pas s'il existe dans ce monde une espèce de maladie où pour un début de traitement, on met 1,5 million peut-être que c'est pour prendre la mort. Oui, alors que tout récemment, nous étions en train de discuter quand il devrait faire tenir comment j'appelle ça, il devait tenir un sommet avec l'opposition là-bas. Nous avions débattu un tout petit peu et nous avons dit qu'il manquait de franchise dans certains actes et que c'était un pays où apparemment, on devait penser que tout le monde devrait être à l'aise. Mais malheureusement, il y a une certaine pauvreté qui circule, alors que cet argent, quand moi je peux le convertir ici en francs CFA, je vois combien de postes de travail ça pourra créer, combien de jeunes ça pourra prendre, par exemple, comme fonctionnaire. Mais malheureusement, c'est de l'argent qu'on tient facilement et qu'on déplace sans qu'aucun contrôle, juste parce qu'on a la chance d'avoir un papa président. Georges Hérault, est-ce que celui qu'il faut incriminer ici, c'est, je ne sais pas, c'est peut-être la douane équato-guinéenne, parce que c'est vrai, le Brésil, lui, il a fait son travail, parce qu'il a interdit d'entrer au Brésil avec plus de 2400 $. Alors là, on a 1,5 million de dollars dans une valise. Alors,
la douane équato-guinéenne aurait dû avoir fait quelque chose. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais dire à mon confrère que même si on justifiait qu'il devait payer les soins de santé, aujourd'hui il y a beaucoup de manières, des modalités ou bien des façons de règlement. On pouvait virer l'argent. On ne doit pas risquer. Non, et même il y a des cartes bleues qu'on peut utiliser aussi. C'est-à-dire que ce qui serait encore bien, c'est qu'on démontre que c'est une délation, c'est un mensonge. Et comme ça, tout le monde aurait compris, parce qu'il n'y aurait plus d'autres thèses ou antithèses pour qu'il y ait des bruits. Oui. Donc, pour répondre à la question, c'est vrai, c'est la douane équato-guinéenne qui n'a pas fait son travail. Comment se fait-il que aujourd'hui la douane brésilienne a pu détecter cette somme et la douane équato-guinéenne non? Mais il faut comprendre que c'est le vice-président. Oui, et alors? Le vice-président... Normalement, dans nos pays, j'ai parlé tout à l'heure d'état normal, dans nos pays, personne ne devrait être au-dessus de la loi, en fait. Le problème, est-ce que le chef de l'État a qualité? Ce qui me gêne, ce qui me frustre, c'est d'ailleurs ça. C'est que, pourquoi cette somme? Pourquoi cette somme en liquidité, 1,5 million et pratiquement 15 millions de bijoux, le tout fait 16 millions. 16 millions de dollars. Mais pourquoi tout c'est avec un voyage, seulement un seul voyage en Brésil, et il y a cette somme? Mais ça fait mal, alors qu'il pouvait tout simplement investir à avoir les meilleurs hôpitaux dans le pays. Et je rappelle que son papa fait plus de 38 ans au pouvoir. 38 ans. Alors, si son fils est obligé de voyager pour se faire soigner, ça veut dire qu'il a échoué sur sa gouvernance. C'est fini, c'est parti, parce que d'ailleurs, avec ce qui se passe en Guinée équatoriale, avec les discussions avec l'opposition qui est en train de lutter pour renverser les tendances, ça montre combien de fois les gens ne sont pas conscients du manteau ou bien de la place qu'ils occupent dans la gestion de la cité. C'est que être président ou bien être le vice-président ne te donne pas l'autorité ou bien le quitus de faire de n'importe quoi. La chose publique, c'est la chose publique. Donc, comme tu l'as posé, c'est que les gens ont la même mise déjà sur la douane. Vous arrêtez le fils du président parce qu'il a une somme, on vous vire. Même ce que Boari que vous avez cité, il a viré même un commissaire central dans un État parce qu'il n'a pas obéi à des ordres. Donc, c'est comme ça. Vous voulez s'opposer ou bien vous voulez appliquer la loi aux dirigeants et vous êtes viré. Oui, moi je dis d'abord l'attitude des autorités guinéennes par rapport à la nouvelle. Est-ce qu'ils ont déploré? Non. Ils trouvent que le Brésil a outrepassé ses compétences et qu'il s'est versé dans... Ils trouvent plutôt qu'ils ne sont pas amicales. Oui, c'est ce que j'ai dit. Qu'ils devaient couvrir, ce que le vice-président a fait. Que c'est une indélicatesse. Quand on parle d'indélicatesse, ça veut dire que vous avez outrepassé un certain nombre de normes sociales. Ici, c'est la norme sociale qu'on met. Ça veut dire que vous me percevez, vous couvrez et vous m'en parlez. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est connu. En tout cas, pour les autorités équato-guinéennes, elles estiment que le vice-président était en voyage privé et tous les voyageurs internationaux sont soumis aux normes nationales aéroportuaires où les services de douane et la police font leur travail. Oui. C'est-à-dire, normalement, on ne devait pas aller fouiller dans ses bagages et tout. Mais les Brésiliens ont répondu qu'il n'y avait que le vice-président qui a l'immunité. Tous ceux qui l'accompagnaient n'ont pas l'immunité. Et donc, eux, on pouvait fouiller leurs bagages. Naturellement, c'est ce que je dis. Bon, maintenant, je suis en train de me poser la question de savoir, une telle somme devrait aller où? Peut-être c'est pour aller faire la Java dans les comment dire, les boîtes de nuit. Faire la fête. Tout le monde connaît le Brésil ils ont des boîtes de nuit très dansantes avec des filles, tout ça là. Bon. Et puis quelqu'un qui est un peu bling bling, qui aime le monde de luxe, tout ça, c'est dans ces endroits où on va les retrouver. Naturellement. Bon, vous voyez, ce n'est pas un début.
Ça a été... Regardez les voitures qu'on avait exposées à l'époque. Les appartements de ce monsieur. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a appris à dormir sur un loup douillet. Il ne va pas le laisser aujourd'hui. D'où vient cet argent? Où est-ce qu'il travaille? Comment il produit cette richesse? De président, c'est un talent. Ou bien c'est un poste. C'est ça. Malheureusement, c'est les ressources de ce pays qu'on est en train de brader comme ça, au détriment même des bénéficiaires, des ayants droit légitimes. C'est ça ce qui est déplorable. Et vous voyez, c'est ça qui crée des fissurations un peu partout dans nos pays, et ça fait pleurer. Et Georges Déo, ceux qui sont à l'honneur, ceux qui sont au travail ne sont jamais à l'honneur, ceux qui ne font rien sont plus à l'honneur. Georges Déo, le drame, c'est que celui-là qui est aussi dépensier, qui est volage avec l'argent du pays, est pressenti pour succéder à son père. C'est déplorable parce que c'est un citoyen comme les autres. Il peut briguer la magistrature suprême, c'est pas interdit, mais quelqu'un qui doit devenir président d'une nation, il faut le voir. Et avec ce comportement, il n'est pas encore sorti de l'enfantillage, parce que tenir les sommes colossales avec soi et dépenser comme il le faut. Souvenez-vous, il a été même jugé en France, et condamné à 3 ans de prison avec sursis. Et les autorités... Il est bien saisi, c'est ça aussi. Il est bien saisi et tout. Donc c'est quelqu'un qui gaspille énormément les ressources de ce pays. Et quelqu'un qui n'est pas encore président, il n'est que le vice-président et le fils du président. Il est en train de gâcher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moins son papa est là, qui est le dernier rempart, qui peut le stopper. Et s'il va devenir président, là, ça va être... Non, justement, c'est des éléments qui m'amenaient à me dire que peut-être cet argent, c'est pour aller acheter un futur poste. Parce que on ne peut pas agir dans l'ignorance de tout un monde si il n'y a pas d'autres personnes derrière. D'abord, il faut voir le papa, comment il est accepté dans le pays. S'il est toujours là, c'est que derrière, il y a des mains invisibles qui le retiennent là-bas. Et ces mains invisibles, vous savez combien ça coûte? Maintenant, pour promouvoir un fils, il faudrait également d'autres mains invisibles qui doivent le soutenir. L'argent là avait une destination qui, je ne suis pas sûr, qui rentrerait dans les festins, mais c'est pour acheter quelque chose, parce qu'on ne peut pas dépenser cet argent pour les fêtes. Ce monsieur qui est en train d'être préparé pour arriver là, il sait par où il doit passer pour y arriver, et donc il faut aller payer. Oui, mais ce genre de choses aussi, ça se fait discrètement, normalement. Oui, il l'a fait discrètement en simulant un voyage privé. C'est qu'il y a eu la délicatesse du Brésil qui est allé prendre ce monsieur dans son voyage privé. Sinon, tel qu'il a pris son vol privé, il serait passé sans fouille, surtout qu'il est fils du président, vice-président, avec sa suite, on n'aurait pas, et il aurait traversé. Et peut-être cet argent, si c'est pour le dépenser, il pourrait utiliser d'autres moyens, comme tu le dis, mais si c'est pour aller remettre main en main à quelqu'un, il y a plusieurs éléments aujourd'hui qui attestent que de l'argent a voyagé comme ça et est rentré. L'affaire Sarkozy. Si on doit aller régler un problème comme ça, vous voulez que ça passe par les banques? On a même eu des révélations de l'ancien président burkinabé où on disait que des tam-tams quittaient le pays comme pour aller faire des balais, mais c'était bourré d'argent. Ça veut dire qu'il y a des pratiques dans ce... Finalement, c'est son papa qui peut l'arrêter? Oui, normalement, son papa doit l'arrêter. C'est pas qu'il peut, il doit l'arrêter parce que c'est trop. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus la France, c'est le Brésil. Si c'est que c'est toujours la France, on dirait la France est contre le président, il est contre les Équato-Guinéens. Mais aujourd'hui, c'est le Brésil. Donc, il faudrait qu'on l'arrête tout de suite. Parce que si on veut qu'il soit
président, il faudrait le responsabiliser. Il paraît que dans le pays, c'est-à-dire quand Théodorin ou bien Nguema se déplace, c'est pire que son père. Hein. La sécurité et tout, on dirait que c'est le super président qui se déplace. Ce sont des enfants, entre guillemets, gâtés. Ce sont des enfants gâtés. Et étant donné qu'ils sont de la nouvelle génération, ils aiment les fêtes. Il n'est pas et si les jeune convois, que ça aussi. Il est presque dans la cinquantaine. C'est pas un enfant aussi. Oui, c'est pas un enfant, mais nous devons dire que il n'est pas de la génération de son papa. Et aujourd'hui, c'est son papa qui est au pouvoir et qui le voit en train de se comporter comme ça. Il faudrait qu'il l'arrête. C'est très important. Même s'il ne pouvait pas l'arrêter, déjà à partir de cela, ça transparaît que la Guinée équatoriale devrait être un pays qui devrait financièrement être stable. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent. Il appartient maintenant à la population de pouvoir s'y référer et réclamer la bonhomie de ce pays. On va marquer maintenant la pause. Cette fois-ci, c'est la grande pause et on revient après pour évoquer la RDC.